8h45, on en vient à notre invité de ce matin. Il s'agit de Dr Lansana Gagny Sakho, membre de Kiraye. Bonjour. Bonjour, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale. L'actualité choc, peut-être nuancée un tout petit peu, en tout cas rappelle la décision du ministre Mamadou Lamine Dianté de servir à 179 de ses agents des demandes d'explication. Sur le plan politique ou managérial, est-ce que là le véritable visage de la rupture, le Djoubel Djoubenti, prôné par le président Bassirou Diomaye Faye, ou il s'agit simplement d'une mesure coup de poing sans portée structurelle? Écoute, je pense qu'il faut revenir sur les fondamentaux, Chérif. Je commençais d'abord par vous féliciter et vous souhaiter tous mes vœux de succès pour ce déménagement. Moi, j'étais déjà venu chez vous de l'autre côté. Ça montre une avancée significative. Je vous félicite aussi, je pense, pour la qualité de vos émissions. Merci. Je pense qu'on a besoin d'émissions de ce genre pour que les gens aient le temps de parler, de discuter, d'expliquer. Et surtout, on est dans un pays où il y a beaucoup de manipulation, malheureusement. Je pense que ce que Dianté a fait, c'est ce que tout chef d'entreprise aurait fait, c'est ce que vous aurez fait dans le secteur privé. Il y a des choses qui sont encadrées. Si vous pensez que vous ne pouvez pas venir travailler le lundi parce que c'est le lendemain du Magal, mais demandez une permission, un jour, chômé, non payé, on va vous l'accorder. Mais vous ne pouvez pas rester, ne pas venir travailler et après demander à être payé. Le pays est organisé, les jours fériés, on les connaît, ils sont bien nomenclaturés. Dianté a fait son travail. J'aurais exactement fait la même chose. Quelqu'un qui est absent, vous lui faites une demande d'explication. Ceux qui veulent s'absenter dans le secteur privé, ceux qui ne viennent pas dans le secteur privé, ce qu'ils font, ils font une demande d'absence et ils ne sont pas payés. Mais ça ne pose aucun problème. Pourquoi ça devrait poser un problème dans le secteur public? Je pense que ça ne mérite même pas tout ce débat. Ouais. Malheureusement, on en parle parce qu'on a besoin de parler. Ce qui est plus grave, c'est qu'on essaie de politiser la chose. Ouais. J'ai vu des gens dire que Dianté est contre les Maurites. Ouais. Ça n'est pas vrai. Et c'est dommage, malheureusement. On est dans un cycle de manipulation dans ce pays de façon permanente. Mais il faut revenir aux fondamentaux. Dianté lui-même était à Touba, on va le rappeler, et il a quitté Touba le dimanche en début d'après-midi. Donc lui-même a célébré le Magal, et je rappelle, comme l'a dit tout à l'heure Pape Cheikh, que c'est une émission de 2h15. On a parlé de plusieurs sujets hautement stratégiques. Donc quand 30 secondes se retrouvent un peu sur la toile, voilà, c'est un peu dommage cette politisation des déclarations publiques. Vous dites souvent vous-même que gouverner n'est pas administrer. Est-ce par des sanctions administratives ou par une réorganisation en profondeur du statut des fonctionnaires qu'on restaurera l'efficacité de l'État? Voilà, je pense que le préalable, Chérif, c'est le choix des hommes. C'est le choix des hommes. On n'apprend pas à travailler en étant directeur général. Ça n'est pas possible. Vous sortez de l'école, vous mettez directeur général, ce n'est pas possible. Il y a des fonctions qui sont très importantes, qui demandent un métier, qui demandent une connaissance, qui demandent un parcours. Malheureusement, on a sauté tellement d'étapes dans certains cas de figure parce qu'on revient sur la même chose à cause de la politisation. Et tant que ce problème ne sera pas réglé, malheureusement, on aura toujours ces problèmes. Et je pense que vous avez parlé tout de suite en off de la conférence des administrateurs et des managers publics. Ça va dans ce sens. Oui. Je pense qu'il faut qu'on arrive à professionnaliser les métiers, à mettre les meilleurs d'entre nous. Aujourd'hui, vous avez des Sénégalais qui sont excellents, qui sont partis. Alors qu'on a besoin d'eux dans d'autres pays et nous, on ne sait pas les utiliser. Je pense que tout ça, c'est un ensemble de choses qu'il faudrait qu'on corrige très rapidement si on veut vraiment arriver à transformer ce pays. Bon, on viendra sur la politique et on va parler de trahison. Je pense une des promesses phares de Pastef, c'était quoi? Appel à candidature. Oui, c'est ça. Et ça, je pense qu'on va venir sur tout ça. Je pense que c'est très important qu'on clarifie qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on n'en est pas arrivé à ça, et pourquoi surtout les Sénégalais ont adhéré à ce projet. Je pense que ça, c'est important qu'on revienne sur ça. On y arrivera. Oui, c'est ça. On va parler de qui a trahi qui. La conférence des administrateurs et managers publics, la deuxième édition, est réclamée par le président de la République. C'était une rencontre extrêmement importante. La première a été tenue en janvier 2025. La deuxième, pour aussi renforcer la qualité du service public, c'est en tout cas le souhait du président de la République, Pape Cheikh. Le fond du mal, c'est quoi? C'est la politique ou les politiques.
Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, c'est le choix des hommes. C'est tout. C'est le choix des hommes. Après, en filigrane, la politique. Je pense qu'on viendra sur ça. Je pense que c'est une excellente initiative qu'on reprenne la conférence des administrateurs et des managers publics. Quelle que soit la position dont on parle, quand vous êtes nommé, c'est le peuple sénégalais qui vous nomme. Et le peuple sénégalais, ce qu'il attend, c'est une qualité de service. Le peuple sénégalais, ce qu'il attend, c'est une efficacité des politiques publiques. Et je pense que c'est important que ce point le marque. Le président a fait une première édition, il va aller faire une deuxième édition. Ça montre déjà une volonté politique. C'est jamais arrivé dans l'histoire politique du Sénégal. Voilà, et on est en train de travailler dessus. Mais en prélude à cette conférence, on est également en train de travailler sur ce qu'on appelle la journée du secteur parapublic, qui est pilotée par le contrôle financier, qui va faire un travail très important en amont, défricher, voir ce qui ne va pas et regarder un peu comment on corrige. Le secteur parapublic qui va mal quand même. En termes de management, on peut quand même, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a les licenciements, par exemple, les SNHLM, c'est quand même extraordinaire. Le Grand Théâtre, on en a parlé hier avec le ministre Dianté. Qu'est-ce que ça dit, ces licenciements puis réintégration? Ça veut dire que, est-ce qu'on a les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, pour reprendre la question que j'ai servie hier d'ailleurs au ministre? En fait, je suis surpris que... Je pense qu'on va aller de la politique, on va tourner autour du pot. Oui. J'ai entendu Sarré, je pense, qui a parlé des licenciements aux HLM. Et a dit qu'il était surpris de voir 25 personnes, certains ont 25 ans d'ancienneté licenciés. Je pense que Boucal aussi en a parlé, du Grand Théâtre. Oui. Vous savez, je pense qu'on doit tous être très vigilants, éviter ce qu'on appelle la manipulation. Ces deux ministres en ont parlé parce qu'ils sont en train de vouloir accabler le nouveau gouvernement. Il faut dire les choses comme elles sont. Moustapha Sarré et Olivier Boucal. Oui. Sarré est dû être surpris. Je ne sais pas si vous connaissez le boss. C'est l'ex-Bosc. On est passé du boss à ex-Mox. Un jeune est arrivé, il a fait un mail, le nouveau DG. Dire à tous les employés, vous n'avez plus de travail, c'est fini. J'ai dit tous les employés sans exception. Et ça, c'était sous l'ancien gouvernement. Ce qui s'est passé à la CDC, c'est pire que ce qui s'est passé au HLM. Exactement la même chose. Mais les mêmes pratiques, on licencie des gens sans rien. Mais ils n'en ont jamais parlé en réalité. Je pense que ce qui s'est passé aux HLM est une très bonne chose. Ça montre quoi? Que la gouvernance a changé. Oui. Le côté tatillon managérial, c'est une bonne chose. La solution, ce qui s'est passé. Oui. Le fait d'avoir rectifié. Non, que le directeur général est reculé. On a très souvent que des petites parties de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Ce qui se passait sous Macky, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Un directeur général arrive, il prend tous les directeurs, tu les nommes, ce qu'on appelle conseiller du directeur général, et tu recrutes de nouvelles personnes. Mais ces gens que vous appelez conseillers du directeur général, ils continuent à être payés, avoir le même salaire, et avec les nouveaux que vous avez, qu'ils ont exactement le même salaire. Et les mêmes avantages. Et les mêmes avantages. Qu'est-ce que ça amène? La masse salariale qui explose. Aujourd'hui, la masse salariale de la fonction publique a explosé plus que la masse salariale a dépassé la masse salariale du secteur privé. Alors, le nouveau directeur général des HLM, quand il est venu, il a vu cette situation. On paye des gens beaucoup d'argent et ils ne font rien. Il a dit, je vais vous appeler pour qu'on négocie pour que vous partiez. Ils ne sont pas tombés d'accord, il a pris sa décision. Pourquoi les 9 cadres dont on parle. Pourquoi je dis c'est une très bonne chose? Ce qui s'est passé aux HLM, c'est de l'espoir. Le directeur général des HLM l'a présenté comme une mesure de restructuration. Quand vous prenez une mesure de restructuration dans le secteur parapublic, il faut que ce soit approuvé par le conseil d'administration. Quand il a réuni le conseil, il a présenté la mesure, le conseil a dit nous n'approuvons pas cette mesure. Il a respecté la loi. Il est revenu et les travailleurs ont été réintégrés. Mais quand on a licencié les gens au boss, quand on a licencié les gens à la CDC, il n'y a même pas eu de conseil d'administration. C'est deux choses complètement différentes qui montrent qu'aujourd'hui, le secteur parapublic fonctionne dans certains domaines, c'est pas général, c'est très rare. Et dans d'autres, ça ne marche pas. Ça veut dire que ce qui se passait avec l'ancien Premier ministre, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Je vous donne l'exemple du boss, où le directeur général, un petit mail, a dit à plus d'une centaine d'employés, vous n'avez plus de travail.
Oui. C'était qui le directeur général du BOS? Comment il s'appelle encore? J'oublie son nom. Ok, c'est pas grave, on Oui, continue. voilà. Et c'est là où on doit quand même être honnête. Quand on vient ici, on fait semblant d'être offusqué, alors que quand on était en place, et en ce temps, Boukal était quand même ministre de la fonction publique quand tout ça se passait. Oui. Il y a même eu pire. Un jour, je suis assis à mon bureau, j'ai un ami qui est venu me voir. J'espère que les gens de la CDC m'écoutent. Ce garçon, il s'appelle Cherif Younousi. Son père est un très grand ami. Et il a fait partie des garçons qui se sont battus pour passer. Il m'a montré les photos. Il m'a dit, Lansana, je ne comprends pas. Je dis, tu comprends pas quoi? Il me dit, mon fils vient d'être licencié. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, un garçon, Cherif Younousi. Je pense que je parle sous le contrôle. Le garçon était en congé du 17 janvier au 27 février. On vient, on le cherche. Il était en congé, on l'appelle, on dit, tu dois venir signer un papier. Il dit, non, moi je ne peux pas signer un papier, je ne sais pas de quoi il s'agit. On lui dit, si tu ne viens pas, tu es viré. Alors il était quand même surpris. Mais il vient, on lui tend, il a du licenciement. Ce garçon est rentré stagiaire, il a gravi les échelons, il n'était même pas chef de service. Mais il y en a beaucoup qui ont été licenciés comme ça. Mais personne n'a rien dit. Et c'est des carrières qui ont été brisées en réalité dans le secteur parapublic. Parce qu'on a mis des gens qui, soi-disant, ils avaient une protection un peu plus haut, mais faisaient ce qu'ils voulaient. Mais qui est responsable de cette situation-là? Qui est responsable? Il y a deux responsables à deux niveaux. Le premier, c'est le conseil d'administration. On ne peut pas licencier des gens qui sont supposés valider un organigramme. Mais le second, c'est l'ancien Premier ministre, il faut le dire. Ousmane Sonko? Oui. Mais en quoi? Parce que vous avez des directeurs généraux nommés qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et rien ne se passe. En réalité, c'est ça le problème de fond. Mais pourquoi le directeur général des HLM a reculé alors que ces jeunes, c'est-à-dire ils ne consultent même pas, je te dis, les organes délibérants. En réalité, le gros problème, il est à ce niveau. C'est ça. Ouais. Maintenant, avec Aminou Lo, il ne devait même pas s'impliquer. Aminou ne devait même pas s'impliquer parce que c'est des organes qui sont... Apparemment, il gère directement ses affaires. Hein. C'est ses licenciements. Hier, le ministre Dianté nous l'a dit sur ce plateau. Lui-même, il est à la veille. Hein. Oui, mais c'est de la folie. C'est-à-dire que si les organes fonctionnaient correctement, si certains directeurs généraux ne pensaient pas qu'ils avaient une super protection pour faire ce qu'ils veulent, mais ça ne serait jamais arrivé. Et tout le monde va vous le dire. Mais tout le monde va vous dire, mais ces gens se prennent pour des demi-dieux. Écoutez, j'arrive. Et je pense que c'est tout ça qu'on va devoir arriver à corriger. Et peut-être ça va rentrer dans le cadre du camp. Mais je pense qu'il faut que les gens donnent la véritable version de l'histoire. Ouais. Les gens sont dans une logique de déformation, de désinformation et de dire des contes vérités. Moi, je vous dis, quand j'ai entendu les deux personnes ici s'offusquer sur ça, j'étais choqué. Quand j'ai entendu... Alors, les deux personnes, il s'agit du ministre... de Sarré et de Boukal. Quand j'ai entendu Olivier Boukal dire « Qu'est-ce qu'une république ?» C'est ici qu'il l'a dit, quand vous lui dites la république. Mais quand un ministre se demande c'est quoi une république, c'est qu'il faut se poser la question, est-ce que ce gars a une place dans le gouvernement? Mais il donnait des réponses. Hein. Oui, je sais. Ce que j'ai retenu, c'est qu'est-ce qu'une république? Mais après il a répondu. J'étais ahuri. Mais une république, c'est quoi? Une république, c'est un président de la République qui a des pouvoirs constitutionnels qui lui se conféraient dans le cadre du Sénégal et un Premier ministre. Une république, ça n'est pas un Premier ministre qui s'adresse aux Sénégalais pour leur dire qu'il n'y a pas d'autorité dans ce pays. Une république, ce n'est pas un Premier ministre qui se prononce sur la guerre Iran contre les États-Unis en mettant en danger toute la géopolitique du Sénégal, la position du Sénégal. Une république, c'est surtout pas un Premier ministre qui prend l'avion présidentiel et qui va se promener. Le président vient des États-Unis, tu prends l'avion présidentiel, tu vas en Chine. Mais pour dire tout le contraire de ce qui a été dit. C'est ça une république, en réalité. C'est pas ça une république. Et c'est ce que nous avons vécu pendant un certain temps. Avec des raisons sur lesquelles je pense que nous allons revenir assez rapidement. C'est ce qui vous fait dire que Ousmane Sonko, pour ne pas le nommer, n'a jamais choisi la République? Il a toujours choisi une chose, comment je dois faire pour être président de la République du Sénégal à la place de celui qu'on a élu. Ça a toujours été la même posture en réalité. Bon, maintenant,
Après, il y a beaucoup de choses qui ont été utilisées. On a parlé de trahison. Oui. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit tous revenir. Les Sénégalais, la majorité des Sénégalais, des personnes non soupçonnées, ont suivi ce projet pour 3 raisons. Les principales, je ne peux pas tout dire. 1, on a dit qu'il faut une justice indépendante. On est d'accord. On a dit, le second point dont on vient de parler, on va aller dans des appels à candidature pour certaines fonctions, parce que tous les Sénégalais savent que c'est le gros problème. Le 3e point, nous allons améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais. C'est les 3 que je retiens, les autres, ça vient après. Souveraineté aussi. Hein. Souveraineté, qui nous a coûté pas mal quand même. Hein. Voilà. Quand on regarde, dans le fond, ça, c'est des engagements qui ont été pris vis-à-vis des Sénégalais, qui ont fait que des gens comme... Il y a des gens qui ne seront pas contents quand je vais parler d'Abdoulaye Bousso, l'ancien médecin qui s'occupait du Covid, oui. Des gens insoupçonnés. Docteur Abdoulaye Bousso, tout à fait. Ouais. Beaucoup d'autres personnes qu'on ne connaît même pas, qui ont adhéré à ce projet. Quand on disait il faut faire des soirées de casseroles, tout le monde tapait dessus. Mais c'est à cause de ces changements qui étaient prévus. Moi, je pense que celui qui a trahi, c'est celui qui n'a pas respecté ses engagements. Point par point. La justice. On a dit nous voulons une justice indépendante. Justice indépendante. Justice indépendante, vous lisez les textes de PASTEF, nous n'allons jamais nous immiscer dans le travail des magistrats. Il faut dire les choses. Qui était le Premier ministre de l'Intérieur? Ousmane Diagne. Oui. Il faut dire les choses. Pourquoi on l'a enlevé? Ousmane Diagne lui-même a dit à l'Assemblée, si vous comptez pouvoir me manipuler, vous vous trompez. Mais parce qu'on a voulu manipuler Ousmane Diagne, qu'on l'a enlevé pour mettre une autre personne. Ça, c'est la première rupture. C'est la première trahison, il faut le dire. C'est qu'au niveau de la justice, le président de la République n'a jamais appelé un magistrat pour lui dire faites ça, faites ça, faites ça. Il laisse les magistrats faire leur travail. Ça, c'est la première trahison. La deuxième trahison, ce sont les appels à candidature. On n'a pas tout fait. Dans le cabinet du président de la République, vous avez 3 grosses structures. Vous avez la RTP, vous avez l'ARCOP, oui. Vous avez 2 autres. La RTP, le président du collège, il a été nommé par appel à candidature. Vous prenez l'ARCOP, le président du collège, vous prenez l'ARCOP, Dité, il a été nommé, après on a fait un appel à candidature, il est passé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans un appel à candidature au niveau de la RTP. Tout ne se fait pas en un jour, mais je pense que c'est des avancées significatives. À ce niveau, il y a un reste. Maintenant, vous prenez les autres secteurs. Mais ce qui s'est passé dans les autres secteurs, c'est ahurissant. Quel secteur, par exemple? Logé à la primature. À la primature. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Je dis, on ne peut pas tout faire, mais il y a un minimum. Non seulement, ce n'est pas qu'on n'a pas fait des appels à candidature, mais c'est qu'on a mis des gens, parce que le président de la République s'est détaché de nomination, on peut revenir dessus sur les raisons, il n'a pas été impliqué, mais on a mis des gens qui peut-être n'auraient même pas dû être, peut-être de simples secrétaires dans les sociétés. On les a mis directeurs généraux. Comme qui? Non, je ne vais pas citer de nom. Les gens savent ce qui s'est passé. Oui. En réalité, il y en a beaucoup. Pour la clarté du débat, quand même. Non, oui, mais après ça devient personnel. Oui. D'accord? On ne peut pas. Oui, mais parce que là, vous faites des accusations graves et directes. Non, oui, j'arrive. Contre Ousmane Sonko, quand même. Je n'accuse pas. Je parle d'éléments factuels. Oui. On a dit qu'on va aller dans des appels à candidature. On a dit qu'on va nommer des gens qui sont... Lisez les manifestes de PASTEF. On va nommer des gens qui sont capables. J'ai dit une chose. Il y a surtout très souvent une dose de politique dans ce qu'on fait. Donc absolument. Il faut certains postes mettre des gens politiques. Mais des autres postes, je pense qu'on aurait dû respecter. Oui. En fait, je pars sur le principe. Respecter ce qu'on avait promis aux Sénégalais, appel à candidature. Ça n'a pas été fait du tout. Voilà. C'est là où je dis, il y a certains qui sont bons, qui ont été nommés, mais il y a d'autres, ils ne sont pas du tout à la place. Moi, il n'y a pas seulement ça qu'on n'a pas fait. Oui. Vous avez des gens qui sont très bons. Eux, je peux citer parfois je ne peux pas citer ça. Il y a un garçon que je connais très très bien, avec qui j'étais très proche, qu'on appelle Thierno Birahim Aou. Oui. C'est le père du BRT. Oui. Ancien directeur CETUD. Un garçon excellent. Oui.
Mais il a préféré s'en aller parce qu'il savait qu'on allait l'enlever. Oui. Il n'y a pas que lui. Il y a un jeune qu'on appelle Falcane, Mamadou Falcane. Oui, il est toujours... était Cospetrogaz. Il est toujours là-bas d'ailleurs, Mamadou Falcane. Mais il fait quoi? Il est le second de Ahmed Khadim Bamba Diagne. Il n'y a pas plus performant que ce garçon dans ce pays pour gérer Cospetrogaz. Il y a un garçon qu'on vient d'enlever récemment, Mamadou Ndao. Mamadou Ndao était l'ancien directeur général de la Géroute, que je connais depuis longtemps, oui. qui a siégé dans mon conseil d'administration. On l'a enlevé pour des raisons politiques, il faut le dire. Ce garçon, il est très performant. Oui, mais où est-ce que vous voulez en venir? Non, c'est pour expliquer qu'on est plus dans une logique de règlement de compte et de pas respect des engagements. Vous voyez, je pars sur le respect des engagements. Le premier, c'était justice, on a vu qu'on n'a pas respecté. Le deuxième, c'était nomination. Oui. Je pense qu'on passait rapidement sur ça. Mais le troisième, c'est surtout, nous allons améliorer le pouvoir d'achat des populations. Oui. Je pense que j'ai vu des émissions passer tout à l'heure, des extraits, mais les Sénégalais sont devenus très pauvres. Les Sénégalais sont devenus encore beaucoup plus pauvres. Oui. Et quelle est la responsabilité du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lui qui est l'homme qui décide dans ce pays? Je vais répondre à deux temps. Le président était complètement isolé. Il n'avait pas forcément les leviers. Et je pense qu'on viendra dessus sur ça. Mais c'est extrêmement grave si c'est le cas. Le président était extrêmement... Était. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça veut dire qu'il n'a pas pris la pleine mesure de sa fonction? Ah non, attends. Quand même. Laisse-moi répondre. Après, on va y aller doucement. Oui. On a eu des élections présidentielles où le président est passé, où le président de la République a été élu. Les Sénégalais ont donné une majorité, 54%, c'est ça? On est parti aux législatives, les Sénégalais dans la même logique. On dit, on vous donne les moyens de travailler ensemble parce qu'on supposait qu'il y avait un Dieu qui allait travailler ensemble. Donc c'est exactement la même logique. Après ça, il y a une machine qui s'est mise en marche. Dire, on l'isole d'abord de Pastef, il a été complètement isolé du Pastef. Maintenant, on lui coupe l'autre bras qu'il avait, l'Assemblée nationale, pour le bloquer dans tout ce qu'il peut faire. D'accord? Qui était à la manœuvre? C'est l'actuel Premier ministre, l'ancien. Laisse-moi revenir. Mais c'est important de préciser. Hein? Voilà, je vais citer le garçon qui était à la manœuvre, il s'appelle Ousmane Sonko. Oui. Le principe, c'était qu'il faut le dégager, être Premier ministre, être président de la République. Et quand c'est comme ça, tu ne contrôles pas l'Assemblée nationale, tu n'as pas de parti politique derrière pour t'asseoir, mais tu deviens complètement isolé. La solution, ce n'était pas d'attaquer frontalement, c'est de se préparer jusqu'à arriver à avoir une force politique et une majorité peut-être à l'Assemblée pour remettre le pays sur les rails. Donc dans cette période de latence, il y avait une seule personne qui décidait en réalité. Mais je pense que la bonne démarche, l'attaquer frontalement en ce moment, le pays allait s'arrêter directement. Et je pense que c'est en réalité ce qui a été fait. Voilà. Maintenant, on vient sur la troisième promesse. La troisième promesse, c'est sur le plan économique. Pendant 2 ans, on a tâtonné. Pendant 2 ans, on a décidé 2 choses. La première, c'est qu'on a arrêté les chantiers de l'État, les gros chantiers des BTP. Ouais. Vous arrêtez les gros chantiers des BTP, mais vous mettez tout le secteur des BTP qui est très stratégique, les maçons, la femme qui vend son tiaf, vous les mettez au chômage. Et tout ça du fait de Ousmane Sonko. Seulement. Je n'invente rien. Vous demandez à une entreprise du secteur privé au Sénégal, c'est personne d'autre que lui. Maintenant, il y a l'autre pan, qui est le pan le plus important, je pense. C'est la défiance vis-à-vis du FMI. On a pris le pays dans un état très très difficile sur le plan financier, avec les dettes et tout ça. C'est des réalités. Il y a eu des choses graves qui se sont passées. Maintenant, 2024, moi je pense que c'est 2024 qu'il fallait signer avec le Fonds monétaire international. 2024. Dès qu'on a pris les trucs, il fallait signer en 2024, parce que tout le monde savait la situation économique du pays. Le ministre des Finances, je pense que c'est la personne la plus habilitée, la plus habilitée, la plus compétente pour prendre les décisions, était pour cette logique de dire nous allons signer avec le fonds. Oui. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit nous ne voulons pas de votre argent, vous avez été complice, et on va prendre l'argent dans le marché sous-régional à des taux qui sont énormes. Aujourd'hui, les possibilités financières du Sénégal pour refinancer l'économie sont extrêmement limitées. 2026, 2027, 2028, 80% des ressources de l'État vont servir à payer la dette.
Ça veut dire qu'on n'a pas du tout de marge de manœuvre. Oui. Mais tout le monde voyait venir, tous les spécialistes voyaient venir, mais on s'est entêté. Maintenant, j'espère qu'on va arriver à trouver des financements. Donc je pense que c'est bien de revenir sur ça. Oui. Qui a trahi les promesses qui étaient faites aux Sénégalais? Moi, je ne parle pas de pousse-toi et que je m'y mette. C'est à cette question qu'il faut arriver à répondre. En tout cas, vous, on vous accuse d'avoir trahi Ousmane Sonko et vous avez d'ailleurs suscité un vif émoi sur les réseaux sociaux. D'autant plus qu'à l'époque où vous critiquez la gouvernance passée, donc la gouvernance du président Macky Sall, et vous étiez très critique, ça c'est le moins que l'on puisse dire, ou échangiez des signaux de convergence avec Ousmane Sonko, est-ce que vous étiez sincère aujourd'hui, Lansana Gagny Sakho? J'arrive, moi, comme beaucoup de Sénégalais, étions pleinement engagés dans le programme de PASTEF qui était présenté par PASTEF. Ma vision des choses, il n'a jamais changé sur ce point. Qu'il faut mettre les bonnes personnes qu'il faut à leur place, qu'il faut avoir une gouvernance vertueuse, qu'il faut une justice autonome. Oui. Ça, c'est le projet. Je n'ai pas suivi un homme, je suis un projet. Ma boussole, c'est le Sénégal, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas pour qu'après que tu viennes me dire, pousse-toi et que je m'y mette. Ce projet, tel qu'il a été présenté, qu'il a été mis en œuvre, il n'est pas bon. Je suis une personne qui a un bon sens. Je sais ce qui est mauvais, je sais ce qui n'est pas mauvais. Ce mur, il est noir. Là, il est noir. Tu ne vas pas me dire qu'il est blanc parce que tu t'appelles Ousmane Sonko que j'avais accepté qu'il est blanc. Je ne renie absolument rien de ce que j'ai dit, ce que j'avais fait avant. J'aurais fait exactement la même chose. Par contre, si je savais que j'allais tomber sur une attitude comme ça, qui va plonger le pays sur le plan économique, mais Chérif, je ne l'aurais jamais suivi. Vous savez, Chérif... Vous regrettez d'avoir suivi Ousmane Sonko? Je ne regrette pas d'avoir participé au changement de régime. Je ne regrette pas d'avoir participé au changement de régime, mais ce que je regrette fortement, c'est la situation économique de notre pays aujourd'hui. Le Sénégal a perdu 2 ans. Mais on n'a pas perdu seulement. Perdre, c'est une chose, mais on a reculé de très longtemps. Il y a une polémique qui est arrivée sur les investissements directs étrangers. Vous avez tous vu passer. On est passé de premier en Afrique de l'Ouest à 14e. Ouais. La raison, elle est très simple. On a différents pays. Un investisseur, ça, quand même, c'est un indicateur... Voilà, un investisseur, quand il vient, il regarde certaines choses, dont le code des investissements. Le Sénégal vient de rénover son code, très bien, attractif. Le code du travail, on est en train de travailler dessus, je pense que c'est très bien, même s'il y a des ajustements à faire. Vous avez également la fiscalité, il y a beaucoup d'allègements qui ont été faits. D'accord. Donc je pense qu'il y a des choses qui ont été faites pour avancer. Mais il y a un autre élément qu'on n'a pas aujourd'hui. Les investisseurs ont peur. Il y a un élément qui plombe aujourd'hui l'attractivité du Sénégal qu'on ne mesure pas, qu'on ne peut pas améliorer. Ce dont je viens de dire, ce sont des textes. On n'aura pas d'investisseurs avant 2029. Ah bon? Non, il n'y en aura pas. C'est terrifiant, ça. Non, parce que justement, il y a cet élément qu'on appelle Ousmane Sonko, encore lui, mais c'est de l'incertitude. Quand vous cassez des contrats qui sont déjà établis, casser, je dis casser. On peut renégocier, mais quand on renégocie, on n'a pas besoin de venir le dire à la télé. Quand vous cassez certains éléments qui sont déjà établis, quand vous faites peur aux investisseurs, qui ont le choix entre un pays qu'on appelle le Sénégal, un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, un pays qu'on appelle le Gabon, le Bénin en Afrique de l'Ouest, mais ils se disent, écoutez, il faut que j'attende pour voir qu'est-ce que les Sénégalais vont faire en 2029 pour décider de venir ou pas. C'est pour ça que je dis... Un élément important quand même, mais Ousmane Sonko est limogé, il n'est plus Premier ministre. Je suis parfaitement d'accord. Mais l'investissement, c'est un cycle long. La personne va se dire, qu'est-ce qui va se passer en 2029 ? C'est là où ça intervient. L'investisseur ne vient pas comme ça pour dire, j'investis, ma rentabilité, je l'ai l'année prochaine. Il va dire, qu'est-ce qui va se passer en 2029 ? Et je pense que ça, il faudrait que tous les Sénégalais le comprennent. La crise de l'emploi que nous avons aujourd'hui, vous avez l'emploi sur 2 volets. L'emploi, vous l'avez sur l'investissement direct étranger. Tous les projets, c'est l'investisseur qui vient, qui dit je mets mon argent. Quand l'investisseur étranger ne vient pas, ben, il n'y a pas d'emploi. C'est ce qu'on est en train de faire.
Le second point, l'emploi, vous l'avez également à travers le secteur privé national, qui crée de la valeur, qui embauche le maçon, etc., etc. Et qui souffre terriblement. Et qui souffre aujourd'hui terriblement. Ouais. Cette personne également, elle n'arrive plus à travailler parce que l'économie est contractée, parce qu'on a pris des engagements qu'on ne peut pas tenir. Ouais. Mais c'est ça qui est la véritable problématique, de l'emploi dans ce pays en réalité. Ouais. Voilà. Je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'est-ce que nous voulons faire. Est-ce que nous voulons, après 2029, manger des pierres? Oui. Non, mais c'est-à-dire, maintenant, actuellement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, on ne va pas non plus attendre jusqu'à 2029. Nous sommes en 2026. Je suis 2029, c'est dans 3 ans. Il n'y aura pas d'investissement jusqu'à 2029. C'est assez quand même inquiétant. Mais aujourd'hui, comment rectifier le tir, si j'ose dire? Bon, il y a des réformes. La première chose, si on n'a pas d'accord avec les FMI, c'est pas forcément un réchauffement de la dette ou je ne sais pas comment on l'appelle, ça va être extrêmement difficile. L'économie ne pourra jamais redémarrer. On ne pourra jamais redémarrer l'économie tant qu'on n'a pas d'accord avec les FMI, parce qu'on a besoin d'argent. Je vous ai dit tout à l'heure, sur les 3 années que nous allons traverser, on va prendre près de 80% de nos ressources pour payer la dette. Ça veut dire quelle est la marge de manœuvre que tu as. Ouais. On a besoin d'argent. Et il y a de petites choses qui rassurent. On coche la case, le Sénégal en accord avec les FMI. Ça ne signifie pas forcément la structuration de la dette. Vous cochez la case, mais les gens vont avoir confiance. Tout à fait. Mais ils ne vont pas s'engager pleinement. Ils vont s'engager en disant, je m'engage, moins de risques, qu'est-ce qui va se passer en 2029 ? Et c'est là, je pense que c'est important. Pour vous, le simple fait qu'il y ait l'hypothèse de voir Ousmane Sonko président de la République en 2029, c'est une menace pour les investisseurs. C'est ce que vous voulez nous dire? C'est une réalité. Si vous avez le temps, discutez avec 2, 3. Où est-ce que votre pays veut aller? Qu'est-ce que votre pays veut? Je pense qu'on oublie quelque chose d'important. On n'est pas seul dans la sous-région. Je pense que ça, on l'oublie toujours. Les Sénégalais pensent qu'ils sont le centre du monde et on nous a fait croire qu'avec le pétrole, on va tout révolutionner. On a des pays autour qui sont beaucoup plus stables, qui rassurent plus que nous. Il y a un problème. On a fait beaucoup d'efforts. On a modifié le code, on a revu la loi, on a fait des efforts énormes dans le domaine. Ouais. Mais si ces verrous, ils ne sautent pas, mais personne ne viendra. En réalité, il est là. L'investisseur, ce qu'il veut, c'est avoir des visions sur 5 ans. Avec ce que ces gens ont vécu, je peux vous dire une chose, ils ne viendront pas de sitôt. Maintenant, ce sont les Sénégalais qui décideront. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes savent ce dont je parle et sont conscients de ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et c'est ça qui est... Les gens ont peur de parler en réalité. Pourquoi? Mais ils ont peur d'être insultés. En fait, les gens ont peur. Et c'est incroyable pour un pays comme ça que les gens aient peur de dire ce qu'ils pensent. Mais c'est quoi un réseau social? C'est de faux comptes. Mais si vous y allez voir qu'on vous insulte, c'est parce que vous avez voulu y aller. Mais ce qui est dramatique dans ce pays, c'est que tout le monde sait que ça ne marche pas. Demandez au patronat pourquoi ces gens ils souffrent. Mais personne ne parle parce que les gens ont peur de parler. Mais ces gens, ils ont insulté les khalifes généraux de ce pays. Ils ont insulté la plus haute autorité de ce pays. Vous pensez que ça doit nous empêcher de dire ce qu'on pense? Mais pourquoi vous avez tardé à vous démarquer quand même? Parce que bon, Chérif, lisez-moi. Quand il y a eu la brouille naissante, on vous a vu peut-être même prendre un peu, se démarquer en tout cas de tout cela, mais in fine, vous décidez de rejoindre on m'a vu, voilà, je vais être très cohérent. Regardez mes écrits sur la dette, sur ça, il y a peut-être 6 mois depuis. J'alerte. On m'a même taxé de anti-Sonko, mais pour moi, il vaut plus que ça. Après moi, je suis parti dans une démarche de réconciliation. Ce que j'ai toujours dit. Essayez de les mettre ensemble, Essayez. Je pense que j'étais naïf, peut-être que j'étais naïf, mais moi j'ai toujours dit qu'il faut essayer de mettre les deux ensemble. Mais la dernière sortie à l'Assemblée nationale, quand il a parlé des fonds, comment on appelle ça? Les fonds politiques? Devant l'Assemblée nationale, j'ai dit ce n'est plus possible, il faut choisir un camp. On ne peut pas être au milieu. C'est une logique binaire. C'est valable pour moi. C'est valable également pour certains ministres alliés. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez construire un pays. Vous ne pouvez pas dire que je veux
participer à faire éclore la vérité, il s'agit de ça. Vous ne pouvez pas dire je voudrais porter la vision, parce qu'aujourd'hui, le président de la République a son parti, ce qu'il veut, c'est que sa vision, ses réalisations soient portées, et je reste à côté pour dire j'attends. Mais les gens de l'autre côté, au moins certains d'entre eux, ont le mérite d'avoir été clairs. Eux, ils sont dans une logique binaire. Ils ne sont même pas dans une logique binaire. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. En fait, c'est ça. Mais comment un ministre? Je pense que les gens doivent quand même prendre la responsabilité. On ne peut plus jouer là. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'accompagner le président de la République dans sa vision. Donc vous appelez même les ministres qui sont dans le gouvernement, et parce que tout le monde n'est pas militant de Kiraï. Hein. Je peux citer Moustapha Guirassy, Déthié Fall, Cheikh Tidiane Dièye. Ils doivent choisir leur camp. Je ne dis pas j'appelle à. J'appelle de la cohérence. Le président a dit, moi j'ai ma vision, je voudrais qu'elle soit vulgarisée, je voudrais qu'elle soit mise en œuvre. Mais quand vous restez dans ce gouvernement, et on sait pour la plupart d'entre eux comment ils étaient dans l'ancien gouvernement, mais il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire, on ne peut pas se mettre à tourner autour du pot. L'autre problème qu'il faut dire, il y a tellement de Sénégalais qui sont compétents. Ils ne sont pas les meilleurs, on ne les a pas choisis parce qu'ils sont les meilleurs. Je pense qu'il faut que les choses soient claires également. On ne les a pas choisis parce qu'ils sont les meilleurs. Les ministres. Mais un problème à ce niveau aussi, est-ce que la vision de Diomaye Faye est claire? Justement, si vous trouvez que la vision de vous êtes ministre, vous trouvez que sa vision n'est pas claire, mais vous n'avez rien à faire dans ce gouvernement. En fait, c'est une question de bon sens. Mais vous connaissez... La vision, c'est la vision... Oui. Transformation c'est la vision du plan de transformation Sénégal 2050. C'est ça la vision du président de la République. C'est cette vision qu'on est en train de mettre en œuvre et qu'on va continuer à mettre en œuvre. C'est ça. Cette vision, il faut la décliner, etc., etc. Mais moi, je pense que si vous êtes capable de porter cette vision, mais après, ce qu'il faut faire, parce on va à des échéances, c'est être capable de traduire, d'expliquer aux Sénégalais ce que le président de la République a réalisé. Il faut le dire. C'est Diomaye qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Si bon, pour l'instant, on ne peut pas énumérer grand-chose quand même sur... Mais pour l'instant, je pense que... Oui, mais parce qu'on a perdu 2 ans sur certaines choses. Pour l'instant, Diomaye, il a pas fait non, Chérif, il y a des choses. Je pense qu'il faut toujours analyser les choses. Oui, mais le pays a été pris dans des conditions extrêmement difficiles. Ça, je pense qu'il faut le nier. L'ancien régime n'est pas exempt de tout reproche. Ça, c'est clair. Ça, c'est la première. La deuxième chose, on a mis du temps pour mettre en place ce qu'on appelle le plan. Maintenant, il faut le dérouler. Mais celui qui est chargé d'exécuter le programme économique du pays, c'est celui qu'on appelle le Premier ministre. Oui. Pendant 2 ans, c'est une logique de dire comment je dois faire pousse-toi pour que je m'y mette. Donc, je suis d'accord avec vous, on a perdu 2 ans. Maintenant, c'est vrai, rien n'a été fait, mais on ne peut pas nier qu'il y a une embellie. Demandez aux acteurs du secteur privé. Ils commencent... Une embellie. Une embellie, oui. Les gens commencent au moins à être payés. Ouais. Quand vous commencez à payer les gens du secteur privé, cela signifie une chose importante, l'économie pourra redémarrer. Mais ça ne sera pas suffisant. On a commencé à payer le secteur privé? Oui, certains d'entre eux, pas tout le monde. Mais combien, on a déjà commencé. Combien? Ben non, je n'ai pas les chiffres en tête quand même. Oui. Mais vous pouvez vous renseigner. Il y a déjà une embellie. Moi, j'ai vu un qui m'a dit, on a déjà reçu un peu, même si ce n'est pas beaucoup. Mais avant, ils ne recevaient rien du tout. Maintenant, l'autre étape, c'est de trouver un accord avec les FMI. Si on ne trouve pas un accord avec le fonds, ce qui va se passer, c'est que, comme vous le dites, ça va être extrêmement difficile. J'ose seulement espérer qu'on n'aura pas un blocage à l'Assemblée nationale. Trouver un accord avec les FMI et qu'on arrive à l'Assemblée, on dit on ne veut pas. Pour diverses raisons également plonger le pays. Mais si on arrive à ça, ce qui va se passer, c'est que ça va être extrêmement difficile. Ousmane Sonko, lui, il dit que, voilà, il est le prochain président, donc il veut un Sénégal stable, un Sénégal économiquement florissant. Il veut hériter d'un Sénégal, voilà, qui lui sera utile. Donc il n'a aucun intérêt à saboter. Je suis parfaitement d'accord. Et n'avoir aucun intérêt à saboter, c'est quand le Sénégal... C'est d'abord aller dans une logique d'apaisement. Je pense qu'on a fait trop de politique dans ce pays. Ne pas saboter, c'est dire on va dans une logique d'apaisement. Ne pas saboter, c'est le Sénégal a un programme avec le fonds. On dit on y va avec le fonds. Mais non. Mais 2029, c'est dans 3 ans. Tout à fait. Mais travaillons, mettons ce pays au travail, laissons tomber la politique politicienne, les blocages, et 2029, on va avoir des élections. Et les Sénégalais décideront et choisiront qui est-ce qu'on va mettre à la tête de ce pays. Toute cette histoire sur on va bloquer les maires qui vont transhumer. Ces propositions de loi
Mais Sharif, ce qui va suivre après, c'est ce qui s'est passé au Togo, où l'Assemblée nationale va dire vous allez élire les députés, et les députés vont choisir le président de la République. C'est ça qui se passe dans certains pays de la sous-région. On va peut-être arriver à ça un jour. En fait, c'est ça. Je pense que ces députés sont très mal placés pour être des donneurs de leçons. Ces gens ont été élus. Regardez, leur premier geste, c'était quoi? Mais c'est de dire, on veut des voitures de 50 millions. Mais ça a été leur premier geste. Vous pensez que ces gens ont un intérêt pour l'avenir du Sénégal? Leur premier geste, ça a été... On peut dire qu'il y a des choses très mauvaises qui ont été faites. Mais quand Macky Sall a dit « je veux donner des indemnités pour les députés », il y avait du sens. Quand on vous donne une indemnité, je ne sais pas, 500 000, 700 000, je parie, ça tourne autour de ça, par mois. Ouais. Vous allez voir n'importe quel concessionnaire, vous domiciliez ce montant là-bas, le gars vous donne un véhicule. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première réaction, on veut des voitures. Et ça, je dis, quand il s'agit de dilapider les ressources de l'État, opposition, parti pouvoir, ils s'entendent tous. Ils se sont mis d'accord, chacun véhicule 50 millions. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la journée, après chaque législature, ces véhicules, on leur donne gratuitement. Ces gens n'ont pas de leçons à donner à qui que ce soit. Ils sont dans une démarche alimentaire. Il n'y a pas eu de rupture avec cette Assemblée nationale. La question des fonds politiques, vous l'avez brossé rapidement. Pour vous, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase quand Sonko en a parlé au perchoir? Pourquoi? Ben écoute, un président de la République, je dis un président de la République, je vois pas Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je vois le président de la République. Quand vous avez une discussion privée, un premier ministre, un président de la République, on ne le porte pas sur la place publique. Et c'est là où j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il fallait faire un choix. Et mon choix, il est très clair. C'est d'aller avec le président de la République et de l'accompagner dans ce qu'il veut faire. Et j'espère que le Sénégal s'en sortira. Mon choix, il n'y a aucune ambiguïté. Maintenant, comme je dis, il y a tellement de personnes qui trouvent que c'est une démarche qui est anormale, mais qui ont peur de se prononcer. Regardez simplement. Vous allez simplement à contre-courant, on dit qu'on vous fait 72 heures. Mais moi, donc, à faire 365. En fait, c'est que je ne les regarde même pas, en réalité. Je ne les regarde même pas en réalité. Vous dites ce que vous avez à dire. Et ce qu'il faut, c'est conscientiser. Il faut que les gens cassent ce narratif, qui est un narratif mensonger, mais dans tous ses contours. Regardez la presse. Je pense que quand on parle de trahison, il faut vraiment réfléchir. Ah oui? Donc vous n'avez trahi personne? Moi, j'ai respecté mon serment avec le Sénégal. Je vais revenir sur eux. Il y a des exemples patents. Moi, je partais souvent à votre ancienne maison, RFM. J'ai fait beaucoup d'émissions là-bas. Tout à fait. Et quand vous sortiez, vous avez tous ces petits là qui avaient leur bracelet qui disait « Grand Dinabar, Dinabar ». Mais le premier axe a été quoi? De vouloir fermer cette boîte. Tous ces jeunes-là qui portaient là, qui les a trahis? Mais il y en a qui ont perdu leur travail. Mais tous ces temps qu'ils sont, vous prenez un Yango, il te dit grand Wokholanyoni. Mais je dis, vous prenez un Yango, il vous dit grand de Kebitarmetina Wokholanyoni. Mais qui a trahi qui? Moi, je pense qu'il faut regarder qui a trahi un programme, qui a trahi le Sénégal. Mais ne pas se limiter à une personne. Il s'agit d'un narratif contre un narratif. Eux, ils disent que Diomaye Faye s'est régné à plusieurs reprises. C'est Diomaye Faye qui a trahi une dizaine d'années de combat. C'est lui qui s'est régné sur toute la ligne. Voilà, qui a changé, qui a épousé l'ancien système carrément. Oui, c'est le retour du système d'ici. Mais ça, c'est terrible. C'est tellement le retour du système qu'on a accueilli Macky en fanfare. Un président de la République, c'est une institution. Celui qu'on a accueilli, c'est l'ancien président de la République qu'on a accueilli dans ce pays-là. Diomaye a trahi qui? Moi, je dis ce qu'il faut regarder, c'est qui a trahi le contenu de son programme par rapport à ce qui était prévu pour les Sénégalais, qui est parti dans des logiques de dire c'est des gens de l'ancien système. C'est-à-dire on est allé dans une logique de séparer les Sénégalais. Mais il y a des gens qui étaient très bons, irréprochables, très compétents dans le régime de Macky Sall. C'est-à-dire les gens sont partis jusqu'à des niveaux insoupçonnés d'attaque à tout ce qui existait avant. Moi, il y a des exemples que, en fait, à la limite, je comprends. Regardez la cité Faïsal. Mais on a voulu humilier des magistrats. Des trucs qui datent de 20 ans. Parce qu'on suppose que certains d'entre eux
faisaient partie de l'ancien système. On a pris des gens des forces de défense et de sécurité qui ont fait leur travail en ce temps qu'il fallait le faire. Oui. Mais qu'on a mis au frigo des gens qui sont très compétents. Parce qu'on parle d'ancien système. Pour eux, ancien système, c'est tout ce qui a travaillé dans le passé, avec l'ancien régime. Mais c'est archi faux. Il y a des gens qui sont très très bons, qui sont meilleurs que ceux qu'on a mis. Regardez les pratiques. Ancien système, nouveau système. Le Magal Touba est là. Mais les mecs, quand ils vont à Touba, tu les vois, les nouveaux, parmi tous. Hein. T'as le motard, t'as le garde du corps, t'as tout. Et ça, c'est bien des gens qui vous disent qu'on déteste les gens de l'ancien système. Je pense qu'il faut éviter de cliver le Sénégal. Ouais. Séparer la politique, chacun a le droit de dire « moi je suis de tel parti politique », mais après, mais tu restes sénégalais. On peut pas te mettre de côté simplement parce que tu n'es pas de mon côté. Ouais. En fait, c'est même pas une logique binaire. Pour eux, si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Oui. En même temps, aujourd'hui, le discours de Sonko, de Pastef, fonctionne. Il est entendu, il est bien perçu, il est bien compris, à tel point qu'aujourd'hui, il y a une vente des cartes qui marche du feu de Dieu. Il y a les militants qui adhèrent. Comment, aujourd'hui, expliquez-vous cette adhésion massive aussi vers ce parti qui, manifestement, a une connexion avec le peuple sénégalais, malgré tout ce que vous venez de dire? Mais ce que j'ai dit, Chérif, c'est que personne n'a peur, les gens ont peur de casser ce narratif. Mais pourquoi? Pourquoi on devrait avoir peur? Ben parce qu'ils se font insulter sur les réseaux, Chérif, vous le savez mieux que moi. Les gens ont peur de dire, ce pays, il est comme ça, il est comme ça. Moi, je lance un appel aux acteurs du secteur privé. Ce qu'ils ont vécu, les entreprises qui ferment en cascade, ce qu'ils ont vécu, les pertes d'argent, ce qu'ils ont vécu en termes de coercition, c'est-à-dire il faut que ça dépasse aujourd'hui l'histoire du président de la République. C'est-à-dire les gens doivent avoir le courage de dire ce qu'ils pensent. Mais tout le monde sait que ça n'ira nulle part. Comme disait... Ça n'ira nulle part? Non, tout le monde sait que ce programme politique qu'ils ont voulu appliquer sur la souveraineté, qui a mis l'économie du pays à genoux, heureusement qu'il y avait un autre président qui parfois disait stop, qui est Diomaye, Bassirou Diomaye Faye, mais ce dont il parle, si on le met en œuvre, mais ce pays, on va bouffer des pierres. Maintenant... C'est la deuxième fois qu'il le dit. Hein? Mais parce qu'il y a 2 ans, on a vu ce qui s'est passé. L'économie de ce pays est par terre. On est passé premier en Afrique de l'Ouest à 14e en termes d'investissement direct étranger. On va me dire que oui, les gros investissements sont arrivés à l'échéance. Non, mais il faut les planifier dans le temps, ça. Demandez au secteur privé comment ça se passe. Vous prenez une entreprise comme CDE, BTP. Ces gens avaient près de 4000 employés. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'ils en ont 500. Mais c'est partout ailleurs. Mais le pays est à l'arrêt. Si cette politique continuait dans 3 ans, je pense que ça aurait été la catastrophe. Maintenant, c'est très facile de sortir, de dire, mais qui a géré ce pays pendant 2 ans? Aminou vient d'arriver. Aminou, tout ce qu'il peut faire. Il est comptable, hein, si Aminou. Oui, quand même. On peut le dire, elle a été secrétaire du gouvernement. Voilà. Il a tenu lui-même ce discours. Hein. Il a porté, il a défendu. Je vais être honnête avec vous. Parfois, il y a des choses que je n'ai pas compris, qu'on ait pu tenir certains discours sur la souveraineté, sur la monnaie, etc. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Et même sur la dette cachée. Non, Chérif, la dette cachée, c'est une réalité. Les gens parlent de mauvais reporting. Ça n'est pas un mauvais reporting. Moi, je suis dans le secteur parapublic. On a ce qu'on appelle des sociétés SA, qui peuvent aller s'endetter. Après, cette dette n'a jamais été reportée, en réalité. Donc, c'est une dette, on va le dire, cachée, mais c'est pas un mauvais reporting. Mais le problème, c'est que quand vous dites aux bailleurs de fonds que j'ai une dette cachée, mais ces gens vous disent, monsieur, vous voulez qu'on prête de l'argent alors que vous êtes incapable de gérer vos finances publiques? Oui, mais le discours soutenu par Aminou Lo à l'époque, comme vient de le dire Chérif. Oui. Mais oui, c'est le même groupe. C'est le même groupe de ce discours. Finalement, Sonko, moi, Diomaye, Sonko, hein, en réalité. Non, c'est pas non, ça n'a rien. Les postures des hommes, ne sont pas pareilles. Je pense que le président de la République a beaucoup plus de recul et il a beaucoup d'écoute. La personne que moi j'avais vue en 2024 et la personne que j'ai vue prononcer le discours d'Ablaye Wade, la personne que j'ai vue prononcer ce discours
au lancement du parti Kiraï n'ont absolument rien à voir. Métamorphosé, transformé par le pouvoir. Non, transformé par le sens des responsabilités, par la cohérence du discours. C'est ça. Vous pensez que le Sénégal doit insister sur Diomaye Faye? Ben, je pense qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'il y en a qui lui collent le délit de faiblesse, carrément, parce qu'il a laissé faire. À la limite, il a laissé faire. Je pense que vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti aux élections présidentielles, le président de la République a été élu à 54%. Les Sénégalais, dans une démarche de cohérence, nous voulons que vous mettiez en place cette politique que vous avez promis. On dit, on vous donne les députés à peu près une très grosse majorité. D'accord? La première chose qui s'est passée, déconnecter Diomaye du parti. Et donc, il n'avait plus d'appareil politique. On est bien d'accord. Après, on le déconnecte de l'Assemblée nationale. Il n'a plus de support, en réalité. Mais un président comme ça, il est à nu, il ne peut rien faire. C'était savamment orchestré. Ouais. Un bon stratège, ce qu'il a fait, il dit, OK, il a vu le jeu, il dit, je construis maintenant ma riposte, mais tu ne peux pas construire ta riposte si tu n'as pas ta base politique également. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il a été prêt, il s'est séparé de lui. Mais imaginez-vous qu'il ait dès le début engagé le combat, mais qu'est-ce qui allait se passer? La démarche est très, très cohérente, en fait. Et je pense que les gens ne perçoivent pas. Maintenant, il a pris les choses en main. Je pense qu'il a mis son Premier ministre, qui fait ce qu'il veut, qui suit ce qu'il veut, qui ne va pas se lever un bon matin et aller dire Trump ne devait pas attaquer l'Iran, et qui va mettre en place ses politiques publiques, ce qu'il veut, en réalité. Si le président dit « je veux un accord avec les FMI », mais le Premier ministre ne va pas sortir, je ne signe pas. En réalité, c'est ça qui va se passer. Maintenant, on a un gouvernement qui va fonctionner correctement. On a mis les bonnes personnes. Maintenant, comme je dis une chose, 2029, c'est dans 3 ans. Je pense, mettons le Sénégal devant. Essayons de redresser l'économie qui est complètement par terre. Essayons de rebâtir la crédibilité du Sénégal. Parce que si vous n'avez pas d'investissement étranger, vous n'allez absolument rien avoir. Après 2029, les Sénégalais pourront choisir. Maintenant, il y a un travail à faire. C'est de déconstruire ce narratif qui est mensonger. Ça demande même pas du courage, ça demande du bon sens. Moi, je parle même pas de courage. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de dire ce qu'ils font dans ce pays. C'est quand même incroyable. Et toutes les pratiques qu'on dénonçait avant, la presse manipulée, qu'on reprochait aux autres, ils sont en train de faire exactement la même chose. Ils disent matin, midi, jusqu'à midi, on peut être sur vous, vous traitez de tous les noms d'oiseaux, mais c'est que si vous les suivez que ça vous fait un effet. Il ne faut même pas les regarder. Merci beaucoup, Dr Lansana Gagné Sakho. Vous souhaitez quand même à votre ami Macky Sall bonne chance pour Non, il ne va pas gagner, Chérif, il faut être réaliste. Il ne va pas gagner? Non. Ah bon? Dans le meilleur des cas, il sera 3e ou 4e. Ah oui? Bien sûr, il faut être réaliste. Et il peut Comment ça? Il peut revenir, c'est son droit de revenir. Faire de la politique au Sénégal? Il peut revenir, demander le suffrage universel, c'est son droit le plus absolu. Une menace pour vous? Ben écoute, je pense que les Sénégalais doivent juger sur PS. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Quel est le projet de société qu'on leur propose? Je pense que c'est sur ça qu'il faut aller. Sa gouvernance a quand même eu beaucoup de problèmes. Je pense que si on en est arrivé qu'en 2024, les leviers sont bloqués, le Sénégal ne peut rien faire. Si on en est arrivé et que la grande majorité des Sénégalais disent nous voulons qu'ils partent, avoir une autre alternative qui construit une justice indépendante, qui redresse l'économie du pays, qui met en avant les compétences sans clivage, je pense que si les Sénégalais en étaient arrivés à ça, c'est qu'ils en avaient plus besoin. Mais il a le droit de se présenter. C'est son droit le plus absolu. À titre personnel, est-ce que vous souhaitez son élection à l'ONU? Mais bien sûr, c'est un Sénégalais comme moi. Je souhaite qu'il soit élu, mais je suis réaliste, il ne passera pas du tout. Ah oui? Non. Vous êtes formel? Mais on va voir après, on va en parler après. Je pense que le meilleur des cas, c'est qu'il soit 3e. S'il est 3e, je pense qu'il doit cesser. Petite question, il y a tout PASTEF qui vous donne rendez-vous aux prochaines élections. Locales, législatives, générales, en tout cas rendez-vous aux élections. Kiraï dit quoi? C'est une très bonne chose qui donne rendez-vous aux prochaines élections, mais laissons le gouvernement faire son travail, n'allons pas dans des blocages à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est le seul juge. Vous savez, il y a moins de 20% du corps électoral qui est dans les partis politiques. Ça, je ne sais pas si tout le monde le sait. Il y a moins de 20% du corps électoral qui sont dans le parti politique. Les gens sont à la maison, ils écoutent, ils regardent, ils observent. Ils attendent, Celui qui arrivera en premier, moi je pense, c'est la personne qui aura le discours le plus cohérent
en termes de pratique, qui soit capable d'expliquer aux Sénégalais où est-ce que je peux apporter la société. Et je pense que c'est là où Keraï doit travailler. On doit éviter de tomber sur un piège. Ce piège, c'est de nous concentrer sur Ousmane Sonko. Oui, mais vous venez de passer presque 45 minutes. Non, parce qu'on est dans une logique de déconstruction d'un narratif. Maintenant, ce qu'il faut, c'est voir quelles sont les réformes importantes qui peuvent être menées. Vous avez parlé de l'énergie tout à l'heure, mais c'est un gros problème. Ouais. Il y a des réformes très importantes qu'il faut engager et il faut rebâtir la crédibilité du Sénégal également. Je pense que après 2029, on va aller aux élections. Mais moi, ce que je dis, c'est que ceux qui votent ne sont pas dans les partis politiques, non. Ceux qui votent, ce ne sont pas les gens qui achètent les cartes. Et ça, tout le monde le sait. Ouais. Mais sinon, Macky Sall ne serait jamais parti. Ouais. Sinon, Abdoulaye Wade ne serait jamais parti sur ceux qui votent étaient dans les partis politiques. Merci beaucoup, Dr Lansana Gagné Sakho, 9h41 minutes, membre de Keraï. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois que vous prenez une carte de parti politique. Hein. C'est la première fois que je m'engage pleinement. J'ai toujours voulu être en retrait à cause de certaines raisons. Oui. Maintenant, même avec Macky Sall, vous n'étiez pas membre de l'APR? Non, pas forcément. J'ai jamais pris la carte. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le pays a un tournant très important. Où on avance, où on bascule. Et mon rôle vraiment à moi, c'est d'apporter des éclaircissements et de casser un certain nombre de narratifs. On a parlé de souveraineté. Mais je pense que si on en est arrivé à là, c'est ce discours souverainiste. Allez voir ce que la souveraineté signifie dans un pays comme l'Indonésie, la Malaisie, et ce que ça signifie ici. Souveraineté ne signifie pas fermeture, bien au contraire. C'est aller vers les autres, s'enrichir et voir comment tu peux faire avancer ton économie. Merci beaucoup. 9h42 minutes, c'était votre matinale de ce mardi 4 août 2026. Merci beaucoup à toute l'équipe. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Excellente journée.